On va rejoindre notre chroniqueur et ami Vincent Geloso, économiste senior à l'Institut économique de Montréal et professeur au George Mason University. Comment ça va, Vincent? Toujours en grande forme. Écoute, on s'est jasé ça un peu pendant la pause. Puis effectivement, c'est une bonne idée. T'écoutais le segment où on parlait des systèmes de santé américains et canadiens. Je pense pas qu'il y ait de système de santé parfait sur la planète, mais d'entendre constamment la démonisation du système américain ici, ça finit par créer une espèce de consensus malsain où on a vraiment l'impression qu'aux États-Unis, tout le monde meurt, personne n'est assuré, tout le monde se demande s'il va pouvoir se faire opérer, alors qu'au Québec, tout est parfait. Dans les faits, au Québec, tout n'est pas parfait. Là. Je pense qu'on ne fera pas le segment. Mais toi, tu t'es penché souvent là-dessus, la santé aux États-Unis. Puis le but étant pas de dire on remplace notre système par un système américain, mais est-ce que le système de santé américain est si démoniaque que ça? Non, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les gens vont présenter des sortes de graphiques, puis tu vas voir, c'est tout le temps sur Twitter, chaque fois que les gens, tu vas même l'avoir entendu dans un débat des chefs dans le temps, ça a été sorti par Gabriel Nadeau-Dubois, Feu Gabriel Nadeau-Dubois, et disait que c'est aux États-Unis, les Américains dépensent beaucoup sur la santé, mais en réalité, ils n'ont pas des résultats de santé particulièrement bons, et ils regardent l'espérance de vie à la naissance. C'est vraiment pas le bon indicateur. La raison pour ça, c'est que dans l'espérance de vie à la naissance, tu vas capturer un paquet d'affaires autres que les soins de santé. Et les Américains ont des comportements vraiment étranges relativement au reste du monde. Et il y en a 3 qui ont aucun rapport avec les soins de santé. Le premier, c'est que les Américains sont particulièrement violents. Ouais. Parmi les sociétés industrialisées, c'est une des sociétés avec les plus hauts taux d'homicide. Et c'est généralement chez les plus jeunes. Et chez les plus jeunes, ça réduit beaucoup l'espérance de vie à la naissance. C'est clair. Deuxièmement, les Américains conduisent beaucoup plus que les autres. Ça veut dire plus d'accidents. Les accidents aussi sont concentrés chez les plus jeunes. Ça réduit l'espérance de vie à la naissance. Et les Américains consomment beaucoup plus de drogue et font beaucoup plus d'overdose que dans d'autres pays. Quand tu tiens compte de ça, puis et t'ajoutes en... Puis t'as pas parlé de l'obésité, puis de... Ben, j'ai même pas encore parlé de l'obésité parce que tu pourrais dire que c'est un truc de santé, mais les 3 que je viens de te dire, ça élimine à peu près la moitié de l'écart entre les États-Unis et les autres pays industrialisés pour des choses qui n'ont aucun rapport avec le système de santé. Ouais. Ajoute l'obésité, que là, tu pourrais dire, ben là, c'est un résultat, c'est un problème de santé. Oui, mais c'est aussi un problème de comportement qui ne dit pas grand-chose sur la performance des soins de santé. L'obésité explique pas mal le reste de l'écart. Il explique à peu près à lui tout seul, en fait, entre 38 puis 34 38 pour les hommes, puis 34 de l'écart entre les États-Unis puis le pays industrialisé moyen. Donc, au final, t'expliques pas mal tout. Puis t'as même un truc qui est peu connu. Les États-Unis font beaucoup plus d'efforts, par exemple, pour sauver des enfants qui sont en sous-poids, donc à la naissance, donc des mortalités non viables. Dans d'autres pays qui seraient non viables parce que beaucoup trop à risque, seraient considérés comme des morts-nés. Mais en réalité, aux États-Unis, parce qu'ils mettent beaucoup plus d'efforts, il y a beaucoup plus d'enfants morts qui entrent, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui n'auraient pas vécu point barre. Parce que la manière dont c'est défini, dès que c'est un mort-né, ça ne rentre pas dans les statistiques point barre. Alors qu'aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est qu'ils font énormément d'efforts pour les sauver. Alors, il y a des choses qui rentrent dans le dénominateur, mais qui rentrent aussi dans le numérateur. Donc, d'une certaine manière, de la manière dont c'est calculé, la surperformance du système américain est comme désavantagée relativement aux autres. T'ajoutes ça, puis il reste presque plus d'écart entre les États-Unis puis les autres. Parce que c'est l'argument qu'on donne toujours. Oui, mais regardez l'espérance de vie aux États-Unis. Donc, on fait directement le lien avec la santé. Alors que, comme tu viens de l'exprimer très rapidement et très clairement, il y a tellement d'autres facteurs qui viennent jouer là-dessus. Là. Oui, puis si tu veux vraiment des bons indicateurs de la performance d'un système de santé, le meilleur, ça serait les taux de survie à certaines maladies, particulièrement les cancers. Donc, généralement, les taux de survie au cancer, tu peux les mesurer avec ce qu'on appelle la survie sur 5 ans. Donc, après un diagnostic, combien de gens vont survivre. Aux États-Unis, pour le cancer du sein, les États-Unis sont 2e dans le monde à 88,6 . Pour le cancer de la prostate, c'est un des plus élevés. Cancer de la prostate, c'est 97,2. C'est le 4e plus élevé dans le monde. Cancer du poumon, c'est 7e dans le monde. Donc, c'est pas un pays qui sous-performe. Par contre, quand on regarde des trucs encore plus dramatiques, pour ceux qui savent
par exemple, à quel point un cancer du pancréas, c'est particulièrement... C'est à toute fin pratique. Meurtrier. C'est une peine de mort que tu viens de te faire dire. Si un docteur te dit que tu as le cancer du pancréas. Malheureusement, un de mes anciens collègues, Germain Belzile, est malheureusement décédé de ça, qui était un des meilleurs économistes québécois qu'on n'a plus le plaisir d'entendre. Effectivement. Mais il savait tellement les statistiques là-dessus qu'il était conscient que c'était une sentence de mort. Les États-Unis sont premiers dans le monde à cet égard-là. Donc, le système de santé américain performe beaucoup mieux que ce qu'on prétend sur des indicateurs qui parlent de performance. Puis après ça, tu peux regarder d'autres choses aussi, les temps d'attente, les taux de survie à certaines procédures, l'accès aux certains traitements. Tu vas voir que les Américains, beaucoup sont capables de... Une fois qu'ils ont accès à un soin de santé, puis je mets l'accent sur ça, une fois qu'ils ont accès aux soins, le système performe vraiment bien. Bien, je sais pas si l'on met en place, là, j'essaie de voir, là, mais je me souviens très bien que la CAQ, à un moment donné, voulait avoir un délai de plus long de 1 mois pour faire les traitements de chimio parce qu'il y avait trop d'attentes, puis ci, puis ça, puis ils voulaient... Ils sont pères du monde. Puis là, c'est parce que, je sais pas, là, quand tu as le cancer, même si les chances sont excellentes de s'en sortir, moi, d'après moi, tu veux le traitement de chimio à la seconde près. Là, tu ne veux pas m'amener, mais que ça va vous adonner. Là. Est-ce que ça aussi... Plus, je sais pas parce que c'est une conversation en brûle pour point. Est-ce qu'on le sait si on réagit plus vite quand on traite un cancer? C'est-à-dire, est-ce que le traitement, est-ce qu'on sait si aux États-Unis il commence plus vite? Ou là, peut-être que ma question est trop en fait, tu le vois dans les temps d'attente. Tu peux le voir dans les temps d'attente. Les États-Unis ont moins de temps d'attente qu'au Canada. Il y a moins de délais de service. En fait, je peux même y aller. Je vais y aller avec... pour donner image aux statistiques. Là. Donc, normalement, tu peux avoir des gens dans les médias qui vont faire qui vont utiliser des anecdotes pour généraliser. Moi, je viens de dire la statistique. Maintenant, je vais me servir d'une anecdote pour illustrer, ce qui est la bonne chose à faire. Prenez des notes si vous travaillez comme commentateur médiatique dans un média d'État. Je sais personne spécifiquement, mais laissons ça de côté. Quand je suis arrivé aux États-Unis, un de mes garçons a ce qu'on appelle un hydrocèle, qui est un problème au niveau d'une testicule. C'est de l'accumulation de liquide dans les testicules. Quand il est né, il avait ça. Et on était sur une liste d'attente et on avait une date qui disait dans 2 ans. Donc, notre garçon allait avoir une opération. C'est un problème mineur, mais qui allait avoir traitement d'ici 2 ans. On arrive aux États-Unis, on va voir le médecin. On partage les dossiers qu'on a de l'hôpital de santé universitaire McGill. Et le gars, il nous dit, je peux vous voir la semaine prochaine. C'est incroyable. Puis j'étais comme, j'allais pour une consultation. Il dit, non, j'ai de la place. Il dit le matin ou l'après-midi. Pour opérer? Pour opérer. Donc, il n'y avait pas de délai d'attente. Il y avait pas. C'était couvert par mon assurance qui venait avec mon emploi. Le système de santé américain est particulièrement efficace. Puis tu peux voir d'autres indicateurs aussi. Là, on a parlé des temps d'attente, on a parlé des taux de survie à certaines maladies. Tu peux voir la densité de MRIs, les délais d'attente pour les machines, les traitements spécialisés, le nombre de traitements spécialisés disponibles. Sur tous ces indicateurs-là, les États-Unis sont toujours dans le top tiers. Toujours. Et parlons du facteur argent, parce que c'est ce que j'entends, c'est ce qui me frise aussi les oreilles tout le temps. Aux États-Unis, vous vous mettez dans la rue pour avoir... tu sais, c'est sûr que si tu considères le fait que toi, dans ta vie, tu payes de l'impôt sans trop te demander où ça va, puis après ça, tu vas à l'hôpital, tu te dis, ça m'a rien coûté, tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, si on enlève les parts d'impôt en surplus, puis Dieu sait qu'au Québec, là, on est champion de l'impôt, de la taxe et de la ponction fiscale des gouvernements envers ses contribuables. Moi, je vois les coûts, puis écoute, la moyenne au Québec, selon ce que j'ai lu, c'est une famille moyenne, 2 parents, 2 enfants, qui gagne un salaire moyen de 60-65 000. C'est à peu près 11-12 000 $ qui revient à la santé au Canada, au Québec. Je regarde, je fais les calculs, je sais que c'est compliqué. Il y a de l'Obamacare, il y a aussi des assurances avec l'employeur qui fait que les gens payent moins cher, etc. Mais on me dit que c'est entre 7 et 10 000 $ pour une assurance familiale. Je peux dire que c'est moins cher, mais je pourrais dire que mettons que c'est la même affaire, là. Mais au moins, tu as un service. Non, les Américains dépensent plus, mais ils dépensent autrement que nous. Donc, nous, on paye via
nos impôts de 1. On paye aussi avec des plus longs temps d'attente, parce que ça a un coût d'attendre à l'urgence. Là, c'est-à-dire que tu perds des salaires, tu perds du temps de travail, tu perds des vies aussi. Un inconfort. Un inconfort et ultimement, effectivement, des vies. Et les Américains, eux, payent autrement. Donc, nous, on paye via nos impôts et le rationnement des services qui se fait par les listes d'attente. Ouais. Aux États-Unis, ils payent des fois de leur poche, mais surtout par des salaires moins élevés, parce que ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, tu as un traitement fiscal qui est donné que si moi, je reçois mon salaire, donc si l'employeur me donne 1 000 $ de compensation sous forme d'assurance, ça lui coûte moins cher à cause d'un traitement fiscal particulier, de me donner 1 000 $ en forme d'assurance que sous forme de salaire. Ouais. Et généralement, ce qui se passe, et ça, c'est un des problèmes du système de santé américain, c'est que si tu perds ton emploi, tu perds généralement ton assurance. Parce que la manière dont l'intervention de l'État a eu lieu, ça a éliminé le marché de l'assurance individuelle. Tu n'as presque que des assurances collectives. Donc ça, c'est un des vrais problèmes du système de santé américain, c'est qu'il y a une intervention qui structure la forme du marché, qui est particulièrement problématique pour des gens qui sont self-employed, je ne sais pas c'est quoi le mot. Des travailleurs autonomes. Ouais. Merci, j'ai eu un blanc de mémoire. Donc, les travailleurs autonomes sont largement affectés. Les gens qui sont au chômage sont largement affectés. Mais on dit que l'Obamacare, puis là, écoute, là, c'est Medicare maintenant, là, on dit que ça compense un peu, mais tu me dis pas à 100%. Là. Ça compense. Tu as aussi Medicare, Medicaid, qui sont des programmes d'aide pour qui certains types de une partie des assurances, oui. Ou après un certain âge. Donc, il y a un paquet de mélange de politiques publiques. Fait que c'est un peu un mythe qu'il n'y a pas de redistribution pour les soins de santé. C'est juste, c'est pas comme nous, on est habitués. C'est un système vraiment hétéroclite. Mais en même temps, beaucoup des failles du système de santé américain, les gens vont dire, regarde, tu vois, c'est la preuve que le marché n'est pas bon, que blablabla. Oui, c'est ça, parce que Bernie Sanders s'appuie beaucoup sur les failles du système américain pour qu'on... Il y en a beaucoup. Puis, et c'est lui, c'est pour ça quoi il se bat, là, parce que je l'entends très souvent aller dans des podcasts aussi, dire qu'on devrait avoir le même système de santé que le Canada, puis alors moi, j'ai envie de dire aux Américains, faites pas ça, là, vous allez entendre... En fait... dans un endroit médiocre, avec des bébites, avec une infirmière qui soupire parce qu'elle vient de faire 16 heures en ligne. Puis avant de voir l'infirmière, il va falloir t'attendre dans une salle d'attente où tout le monde a la grippe. Et ça pendant 8 heures. 8 heures, c'est pas beaucoup. Je vais rajouter quelque chose à ce que tu dis. L'idée que les États-Unis, c'est comme un libre marché de l'assurance, c'est vraiment de santé, c'est vraiment pas un bon, c'est pas du tout vrai. Il y a 2 interventions particulièrement atroces qui se font aux États-Unis. Une, je viens de mentionner, c'est le fait qu'il y a un traitement privilégié qui est donné via l'emploi. Donc, ça change la structure du marché. Mais l'autre qui est particulièrement important, il y en a 2 autres qui sont importants. Un, il existe des limites entre États, de si une compagnie d'assurance peut offrir des services à des gens dans un autre État. Donc, il y a un peu de protectionnisme entre États. T'es comme piégé avec tes compagnies d'assurance. Là. Il y a des limites comme ça qui existent, mais il y en a un encore pire, c'est ce qu'on appelle, et chaque fois que je dois expliquer ça aux gens, il y a des gens qui comprennent même pas qu'est-ce que je dis, pas parce qu'ils comprennent pas ce que je dis, mais parce que c'est tellement débile, cette idée-là, qu'ils se demandent si vraiment ils ont bien compris. C'est ce qu'on appelle des Certificate of Needs. Puis les Certificate of Needs qui sont en place dans à peu près une trentaine d'États, c'est des lois qui limitent ce qu'on appelle, et c'est littéralement souvent dans les lois, la prolifération non nécessaire d'installations médicales et d'autres installations connexes. Dans ces lois-là, ce qui est défini, c'est que si je veux ouvrir un hôpital dans une ville particulière, je dois me présenter devant un panel de bureaucrates qui vont dire si oui ou non mon hôpital est nécessaire. Et sur le panel va siéger, et je ne niaise pas là-dessus, d'autres propriétaires d'hôpital. Ouais. Et bien sûr, si tu peux t'imaginer le résultat, je m'en vais me présenter devant des potentiels compétiteurs, je leur dis que je vais leur faire la compétition, et eux vont juger si ma compétition est nécessaire. Tu peux très bien t'imaginer c'est quoi le résultat. La réponse, c'est que tu as une réduction de l'offre d'hôpital, et quand on étudie le résultat, les États qui ont ces lois-là ont des plus hauts niveaux de mortalité, il y a des temps d'attente plus élevés que d'autres. Et pendant la COVID, en fait, on a eu une expérience naturelle. Il y a certains États qui étaient complètement conscients de ces affaires-là et ils ont suspendu temporairement
ces lois-là pour augmenter l'offre de services. Et on a pu voir l'effet des lois dans une sorte d'expérience naturelle de quel État a adopté ça et quel ne l'a pas fait. Et on a vu les coûts de santé importants. Ça a été particulièrement... Les États qui ont gardé les lois à travers la COVID ont eu des taux de mortalité beaucoup plus élevés. Donc, on peut voir l'aspect qu'il y a des restrictions sur la concurrence dans le système de santé. Le système américain, c'est pas un témoignage contre plus de privé en santé. C'est un témoignage contre comment introduire du privé en santé. Puis je pense que le bon cas, puis c'est ce qu'on mentionne à l'Institut depuis maintenant 1999, ça fait... on dépasse le 26 ans qu'on parle de ça. Tu devrais juste avoir des transferts qui vont aux individus, qui assurent une couverture de base pour tous. Et qui choisissent. Et la provision du service n'est pas besoin d'être prise en charge par l'État. Au privé. Pas besoin d'avoir des hôpitaux d'État. Ce qui compte, c'est que le financement assure une couverture universelle pour toutes. La provision publique est une des pires manières de produire l'objectif qu'on a d'un accès à tous. Les États-Unis n'ont pas cet accès à tous, le Québec l'a, mais cet accès, il est médiocre. Il y a une manière d'avoir les deux, c'est que tu gardes des hôpitaux privés, tu gardes un système compétitif et tu aides les gens directement à couvrir ce qu'on pourrait appeler un service essentiel, une définition essentielle de soins de santé. Donc, tu fais le financement qui vont directement aux individus et non pas vers la production publique du service. C'est que le financement public que tu... Mais pourquoi ça chemine pas? Puis là, je sais qu'on tombe dans la question, tu te dis, ben là, écoute, là, on tombe dans pourquoi, puis pourquoi tu pas. Tu me poses tout le temps cette question-là. Je le sais, parce que c'est ce qui me rentre pas dans la tête. Parce que on jase, on met les chiffres à la table. On le sait que c'est pas bon au Québec, on le sait que c'est pas parfait aux États-Unis, mais ici, on est dans un... C'est des chapelles, ici. Là, on pète puis répète la même affaire. Non, les Américains, ils meurent dans la rue, puis ici, tout est beau, c'est gratis. On se fait à croire des affaires. Écoute, tu parlais de Germain Belzile tantôt. Moi, je me souviens clairement que Dom Morin, dans le temps, on l'avait comme chroniqueur des mythes économiques. Puis écoute, en 2010, il nous le disait ça, là. Exactement ce que tu viens de dire, mot pour mot. Mettez des gestionnaires privés des hôpitaux qui vont se compétitionner pour avoir du financement. Mettez des conditions au financement. Vous devez avoir un taux de soigner des malades de temps, puis de ci, puis de ça. Puis après ça, on distribue l'argent en fonction de. La couverture, elle est pour les gens. On se libère de la masse salariale des employés. Le privé va s'obstiner puis va chicaner pour aller chercher un meilleur médecin. Ça fait... Comme tu dis, là, des décennies qu'on entend ça, ça percole pas pantoute. On est pas d'accord avec toi. Non? Non, parce que, écoute, tu regardes les sondages au Québec, tu poses question après question. Une des questions qui fait du 60-40 au Québec, ce que les souverainistes aimeraient vraiment réussir à avoir, c'est oui à plus de privé en santé. Sondage après sondage. Mais pourquoi les partis qui se présentent pour avoir l'appui de la population nous disent tous pas de privé en santé? Hey, Legault va même faire des lois pour interdire le privé. La loi canadienne sur la santé, c'est la raison. La loi canadienne sur la santé fait en sorte que... Non, c'est parce que si tu introduis du privé, le fédéral peut couper tes transferts. Donc, chaque dollar de privé que tu introduis, c'est ça la menace. Okay. À quel point le fédéral l'appliquerait, c'est une autre question. Mais la menace, c'est que le fédéral détermine via cette loi-là qu'il y aura des pénalités pour les provinces qui se tournent trop vers le privé. Et ça veut dire que pour une province qui dépense si largement pour ses dépenses publiques des transferts fédéraux, tu perds énormément d'introduire du privé dans les soins de santé cause de ça. Donc, c'est vraiment une question de finances publiques, des incitations liées aux finances publiques. Mais si les électeurs avaient cette soif-là d'introduire du privé, je veux dire, il y a un parti fédéral, donc à ce niveau-là, puisque c'est une loi fédérale, qui arriverait à dire on va la modifier, cette loi-là. C'est unanime, là. T'sais, tout le monde dit non, la santé au Canada, c'est parfait. C'est quand même particulier. Je veux dire... écoute, l'électeur n'est pas toujours conscient de qu'est-ce qui lui fait mal, largement parce qu'il y a tellement de choses à considérer dans l'univers et qu'on ne peut pas être informé de tout. Non. Et il y a des groupes d'intérêts, eux, qui ont des intérêts tellement concentrés qu'ils vont mettre beaucoup d'efforts pour résister à quelque chose, même si, au net, la société serait bénéficiaire. C'est ce qu'on appelle, en économie, c'est le
problems, je sais pas comment le traduire en français, mais le problème des coûts qui sont diffus sur une large population et les bénéfices sont concentrés dans une petite minorité, ça crée énormément de résistance aux réformes. En français, ça veut pas dire que... Vincent, en français, c'est le problème syndical. C'est, écoute, le défaut de vivre uniquement en anglais. Je suis pas sûr que, by the way, je pense pas que les syndicats, c'est nécessairement le problème ici. Je pense qu'on... Mais c'est sûr que ça les inquiète parce que les autres, je veux dire, recommencer avec... on met toutes les conventions à terre, ça sera pas... Exactement. Donc, ça changerait la nature de la dynamique, mais je pense pas que le syndicat, c'est la nature du problème dans le système de santé. C'est que c'est la nature des incitations de la manière dont on a organisé le système. Si on, par exemple, demain matin, pour aller dans un thought experiment radical, on interdisait le syndicat, tu réglerais même pas 1% des problèmes du système de santé. Je comprends qu'on en fait un acteur qui est critiqué, mais venant de moi, ça a l'air radical que je dise ça, mais le problème n'est pas le syndicat en soi. Le syndicat et sa résistance est un symptôme de quelque chose beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la provision publique, tu vas avoir plein de mécanismes qui vont causer des coûts plus élevés, de ne pas chercher l'innovation, de ne pas chercher à changer la manière dont on produit le service, de s'adapter aux communautés, de contrôler les coûts. Syndicat, pas de syndicat, ce problème-là, il existerait. Hey, Vincent, ce qui devait être un petit sujet d'intro de 2 minutes vient de nous tirer 20 minutes. fait que finalement, tu sais, des fois, je me dis, Vincent, je vais pas y garrocher de quoi qui est pas prêt, je vais pas le déstabiliser, mais écoute, visiblement, t'es capable d'en prendre, là, parce que c'était pas ça pas en tout ton sujet. T'écoutais l'intro, te disais, ça me tente de parler de ça, on va se faire un petit bout là-dessus. Mais j'ai déjà écrit sur le sujet. Ben oui, je sais bien, mais moi, j'ai déjà écrit sur des affaires il y a 10 ans, je m'en souviens plus. Je sais même pas ce que j'ai écrit. J'ai une mémoire et la shape d'un éléphant. Ben ça, merci beaucoup. C'était extraordinaire. Très bonne discussion. J'aime bien ça. Bonne semaine. Toujours un plaisir. Salut, bye.